compare ça, écoutez, ce soir, Lofoten et Groenland. Groenland, 3 voyages, 3 circuits différents. Lofoten, notre nouvelle mouture depuis 2025. Elle vient d'être complétée. Je vais essayer d'accorder environ 30 minutes, 30 minutes la Norvège, peut-être 30-40 minutes pour Groenland. Donc, je sais sûrement que ce soir, il y a des gens qui sont plus un ou l'autre. Je vous invite à voyager, à rêver dans les deux, pour le fun. OK, donc, Lofoten, Norvège. On y va en carte. Donc, vous voyez ici, Lofoten où ça se situe, parallèle 68, parallèle nord. On est tout au nord de la Scandinavie, petit archipel d'îles qui se nomme les Lofoten, qui veut dire dans l'étymologie locale le patte de lynx. Peut-être à cause de la forme, mais je ne sais pas comment les Norrois ou les Vikings de l'époque ont pu le saisir, mais bon, certainement à cause de tous ces fjords où on a l'impression que chaque portion de terre est comme une patte avec les orteils bien écarquillés. On voit la Norvège, Suède à peu près, donc on voit la Laponie, le Nord, etc. Puis on voit qu'on est légèrement en haut de l'Islande. Donc, puis si on se mettait à l'équivalent du Canada, on serait sur la terre de Baffin, même nord de la terre de Baffin. Donc, c'est une latitude très nordique. Cependant, c'est un climat qui est très modéré, très tempéré pour, en tout cas du moins pendant l'été, puisque c'est le Gulf Stream vraiment qui va se jeter jusqu'au nord de la Norvège. Alors, ça permet d'avoir des températures relativement clémentes, autour de 15-20 degrés en temps normal, entre le mois de juin et septembre. Mais cette année, OK, on a eu des 30 degrés régulièrement avec un soleil accablant. On a même réussi à chialer parce qu'il faisait trop chaud. Donc, est-ce que ceci est une tendance? J'ose pas dire ça, mais on peut se faire surprendre autant dans une direction que dans l'autre, j'aimerais vous dire. Donc, soyez toujours un peu warning par rapport à la météo, mais ça reste quand même une météo super clémente et la meilleure période de l'année, c'est celle que j'ai nommée, c'est-à-dire pendant les longs mois d'été entre juin et septembre. Voilà, on va se concentrer, nous autres, dans notre itinéraire sur une portion de l'archipel. Vous avez les petits drapeaux verts. Donc, vraiment tout au sud-ouest de l'archipel. Les distances, c'est très court. Là, on est sur 2 îles de cet archipel-là. Donc, on se géoconcentre pendant les 15 jours de trek qu'on va faire. Principalement, nous, l'attraction qui nous attire, principalement, ou le territoire, c'est celui du Parc national des Lofoten. Et donc, il y aura peu de déplacements en véhicule ou autre moyen de transport. On va miser vraiment beaucoup, beaucoup sur la marche, OK, et l'itinérance, dans le sens marcher d'un point A à point B. On voit un petit peu plus là, dans mon application Gaia, j'ai pas tout mis, là, mais bref, on voit l'essentiel. Donc, c'est vraiment le but, c'est de presque pas prendre de transport motorisé pour faire un linéaire, mais en même temps de voir les gros highlights. OK, mais retenez ça, sud-ouest de l'archipel, Parc national de Lofoten. Ça commence l'histoire à Bodø, donc au niveau vol aérien, là, on se rend à cette région, en fait, qui est une porte d'entrée, une ville porte d'entrée de l'archipel, ça s'appelle Bodø. Donc, de là, on va passer une première nuit, arriver, jet lag et tout. Et premier transport qu'on va prendre, c'est un transport public qui est le traversier qui nous mène à l'archipel. Donc, on va traverser de Bodø à Moskenes et direction des îles pendant 3 heures et demie environ. Donc, un petit peu de mer, mais ça fait une transition dans l'aventure. Donc, arrivée urbaine, on n'a pas trop perdu nos repères. C'est la Norvège, ça va, c'est un pays quand même clean, organisé. Puis là, tranquillement, hop, on s'en va dans un contexte un petit peu plus sauvage, beaucoup plus rural. Et l'archipel se dévoile à nous au loin. Vraiment, là, c'est des dents, des incisives qui sortent de l'eau. Ça culmine 2 fois à plus de 1000 mètres au-delà du niveau de la mer. Et puis, ça donne tout de suite le ton de cette géographie quand même agressive qu'on va avoir pendant les 2 semaines de randonnée. J'ai dit Moskenes sur Vågen, c'est le village d'entrée. Tout de suite, on met la table en allant dans un village très esthétique, très, très joli, où là, on va faire une première nuit en Rorbu, voir un peu qu'en est-il dans cet archipel-là. Puis on est à pied. On est à pied. On va peut-être aller aussi au village de Haut, un petit village sympathique à peu près à 3 kilomètres de marche.
on met la table, on se prépare, on finit les emplettes, épicerie et tout. Puis après, ben, c'est direction la rando. Avant ça, je vais vous mettre un peu dans le contexte des Lofoten. Donc, cet archipel-là, historiquement, il est habité depuis quasiment dire des millénaires, ben, 2 millénaires au moins. Disons que l'occupation récente dans les derniers siècles, c'est surtout à cause de la pêche. Donc, c'est très reconnu pour une pêche abondante à une époque. Donc, on parle de la morue principalement, d'autres poissons aussi, le saumon. Mais le cabillaud, la morue, tout ça, là, c'est vraiment ce qui a été le nerf de l'économie ancestrale. Et c'est pas rare encore aujourd'hui de voir une subsistance de ça. C'est-à-dire que pendant l'hiver, d'où la photo un peu avec de la neige, là, la pêche est encore active. Donc, on peut voir encore beaucoup les séchoirs, les cabanes de pêcheurs comme ça, qui se transforment durant la saison estivale, ou du moins de manière permanente maintenant, à cause que l'économie a vraiment transité vers euh, le tourisme, ben, ces cabanes de pêcheurs qui sont transformées en rorbus, qui sont des rorbus qui servent maintenant à l'hébergement. Donc, on peut rorbus faire une équation avec chalet en bord de mer. Et donc, c'est là une particularité du type d'hébergement qu'on va prendre pendant ce voyage. Je reviens plus tard pour l'hébergement. Donc, contexte de pêcheur, contexte de petit village, donc où le mode de vie trad est encore présent. Mais maintenant, dans l'économie de service, touristique, ça prend de plus en plus de place. Donc, espèce d'équilibre, disons, entre les deux. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on va voyager au niveau, on va dire, de l'ambiance contextuelle, géopolitique ou économique. Mais dans l'ambiance mentale du voyage, ben, on va essayer d'adopter ce que les Norvégiens appellent le Fri Luft Liv. Donc, en gros, ça, c'est peut-être un terme qui est de plus en plus connu. Tout du moins, nous, on a beaucoup publicisé là-dessus. Si on fait une petite étymologie de ça, donc free, libre, luft, l'air, et live, le vivre. Donc, c'est la vie au grand air, si vous voulez. Donc, depuis quelques décennies en Norvège, ils se sont donné cette espèce de réaccès au territoire. C'est-à-dire, ils ont vu la plus-value, la valeur de vivre dehors, de vivre selon les conditions, d'être tout simplement dehors et de contempler. Cette espèce de lien avec l'extérieur comme notion de bien-être. Un peu comme on va dire, PIB national, mais c'est comme bonheur intérieur brut, si on peut dire. Donc, ils ont beaucoup poussé là-dessus et ça s'est inséré globalement dans la culture norvégienne. Et on a voulu faire des petites photos de notre voyage récent qui inspirait cette idée-là. Donc, c'est quoi en gros? C'est d'être dehors, c'est de laisser s'imprégner des éléments, c'est de les subir d'une certaine manière dans tous les aspects. Donc, que ce soit positif, moins je peux dire négativement, dans le sens que la météo, des fois, peut être rough, mais tu sais, juste de le vivre, d'être dehors, puis de réaliser qu'on est dehors, grosso modo. Donc, ça va être vraiment comme beaucoup un élément important de ce voyage-là. Il va y avoir beaucoup de temps, le plus possible du moins, attribué à la passivité quand on peut, malgré que ça reste un voyage quand même très actif. Mais dès qu'on peut faire ça, dès qu'on peut se laisser dans le territoire, ben on le fera. Donc, notre trek commence. On commence par une rando. Donc, l'idée générale de ce voyage-là, c'est à peu près deux formules, c'est-à-dire trek en itinérance, OK, où on a des sacs à dos, d'un certain volume où on est en autonomie. Donc, c'est vraiment du backpacking, si vous voulez. On va faire deux sections comme ça de backpacking où on est 3 jours en autonomie avec 2 nuitées où on ne bougera pas. C'est-à-dire qu'on fait camp de base, puis après ça, on rayonne sans gros sac. L'idée de ça, c'est que autrement, le territoire est difficilement accessible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès autrement que ça si on va aller plus loin dans le territoire, puis si on va aller plus loin aussi que les sections touristiques des îles Lofoten. Donc, c'est l'effort supplémentaire pour vivre davantage l'esprit des lieux,
C'est absolument une nécessité. Donc, on va commencer tout de suite par 2 sections dans le sud et dans le parc national des Lofoten qui vont dans cet esprit-là. OK? Vous savez, quand dans les Lofoten, il y a différents types de touristes, là. Il y a des touristes journaliers qui débarquent de son char, va chercher un point de vue, rembarque, profite du confort des hébergements dans les villages. Il y a des touristes un petit peu plus actifs qui, lui, vont faire des randonnées journalières. Il y en a quand même beaucoup. Souvent, des randonnées journalières bien balisées. On part à la journée, on revient. On est dans le confort, encore une fois, le soir. Mais nous, on pousse plus loin que ça. Ça a toujours été un peu l'esprit caravanier. Et l'esprit de cette nouvelle mouture-là de la Norvège, puisque ça fait des années qu'on l'organise, mais on le faisait autrement avant, eh bien là, on va établir littéralement des camps de base. Si vous voulez, à partir de là, on rayonne et ça permet vraiment de marcher et d'être dans un environnement beaucoup moins fréquenté et achalandé par les autres et plus sauvage dans son ambiance générale. Donc, j'aimais bien cette photo-là là, qui incarne un peu cette beauté mélancolique du territoire. OK? Donc, majoritairement, là, c'est plutôt un type de climat comme ça qu'on va voir, ce type de teinte, de couleur, malgré que dans les 2 dernières éditions, 2024-2025, d'où proviennent les photos que vous allez voir ce soir, eh bien, je pourrais dire qu'on était à peu près à 50 de climat, on va dire, dégagé, ou ensoleillé même. Donc, c'est quand même encourageant à ce niveau-là. Donc, premier camp de base, puis qu'on parle de Friluftsliv, c'est une super ambiance ici, là, ou un super exemple de ça. Donc, immersion dans le territoire, contempler les éléments, il n'y a pas rien mieux que le camping sauvage pour ça. Surtout qu'on est dans tous les types d'éléments, entre autres ici, les montagnes et l'eau. Hein, c'était vraiment zen le soir au coucher du soleil. Marie qui n'en a pas trop là, en juillet, de se laisser aller au rythme des flacotis de l'eau en bord de lac et de contempler l'immensité du paysage. Hein. Puis il a fait tellement beau cette année qu'on a pris même et là je dis ça pas comme si c'était un standard, mais on a même pris la liberté de ne pas mettre de double toit, puis vraiment d'être presque 100% dehors. Fait que se lever au petit matin comme ça, c'est génial. On a même pu profiter du lac pour se baigner en fin de journée quand les journées étaient chaudes et que nous étions chauds et sales, disons. Voilà. Donc, à partir de ce camp de base-là, dans la première section, on va faire aussi des sommets. On va voir ça plusieurs fois dans le voyage. Les randonnées n'ont pas d'immense dénivelé quand on est en déplacement. Par contre, en déplacement chargé, mais par contre, quand on fait une journée euh, depuis le camp de base, donc une journée en boucle, ben là, c'est plutôt les sommets qui nous intéressent. Pourquoi? Parce qu'ils donnent d'incroyables points de vue sur l'archipel. Donc, là, on va déployer plus d'énergie parce qu'on monte plus de dénivelé, mais en échange, on a beaucoup moins sur le dos. Et donc, vous voyez un peu les images là, verticales comme ça. Là. Donc, c'est vraiment là, quasiment 1000 mètres de dénivelé que on peut aller jusque-là, mais c'est moins que ça. Là. Mais l'effet de vue là, en haut, là, c'est à peu près 1000 mètres par rapport au niveau de la mer. Puis des spots incroyables où on est juste une poignée de personnes. Donc, ça, pour votre information, c'est le Hermandalstinde, donc le sommet de Hermann. Bref, souvent c'est Stinden, là, c'est la terminologie qu'on utilise pour les sommets. Donc, journalier, et puis après ça, on continue en mode itinérance. Donc, c'est littéralement une traversée entre 2 fjords, finalement, qu'on fait, que vous pouvez voir ici. Les gens cette année, avaient des sacs autour de 12-13 kilos, donc dans lequel il faut avoir une demi-tente ultra légère qu'on fournit, matelas de sol, sac de couchage, puis les effets personnels. Donc, pour 3 jours, tu sais, pas besoin d'immensément de stock de vêtements de rechange dans des contextes comme ça, mais ça reste qu'il faut être quand même toujours en mode 3 saisons pour le transport du matériel. Donc, ça fait à peu près ce volume-là qu'on est bien assidu. On encadre beaucoup les gens en amont pour avoir le bon matos, pour avoir les bonnes façons là, de voyager dans ce contexte-là. Donc, Superfjord, ici, c'est le Forsfjorden. Donc, on n'est pas loin du village de Vinstadt. On va descendre. Et là, souvent, c'est là qu'on sort des sentiers, justement, que les sentiers deviennent de plus en plus abstraits. Descendre dans l'herbe jusqu'à temps qu'on regagne le village de Vinstadt. Donc, c'est vraiment tout en itinérance, sans transport
motorisé et c'est superbe comme ça. Depuis Vinstadt, micro-hameau là, d'environ une vingtaine de maisons, ben, on va aller explorer la plage de Bounès. Donc ça, c'est des lieux connus, là. Il ne faut pas se cacher que Bunès est accessible par la route et puis, pas la route, pardon, mais par bateau depuis Rennes. Donc, il va y avoir du tourisme de jour, mais nous, on n'y fait qu'une petite immersion pour justement être en mode free, luft, live, détente, contemplation. Ça reste un incontournable. Donc, il y a certains incontournables comme ça dans le voyage qu'on fait absolument, même si on va rentrer dans le circuit touristique. Donc, en fin de journée, on revient, superbe rando là, en bord de fjord. Ça peut nous rappeler certaines régions de notre beau Canada, comme Terre-Neuve et autres. Donc, Vinstadt, avant de prendre un petit traversier électrifié. Donc, vous savez qu'en Norvège, l'électrification des transports est quand même très, très, très répandue. 80% des nouvelles voitures, entre autres, et à puissance électrique, et même les bateaux traversiers d'un certain volume, comme celui-ci. Donc, c'est quand même bien. Et en quelques dizaines de minutes, mais en fait, une vingtaine de minutes environ, on va regagner Rennes. Donc, c'est une photo peut-être très connue. Vous avez vu les Lofoten, ça reste le village le plus esthétique, le plus photogénique. Ben, on s'est dit oui, c'est vrai. Donc, on va quand même y résider pendant 2 jours parce que, bon, il y a quand même des grands classiques à faire là. Puis, c'est super beau, puis la vie est bien à Rennes. On aime bien ça. Donc, ça va être notre petit village de ressourcement après la première portion du premier trek. Séchoir, des morues, le sommet qu'on reconnaît de tous ses angles. Et la rando qu'on va proposer, c'est le Rennenbregen. Donc, c'est un sommet qui doit faire à peu près 700 mètres. Là. Donc, on faut tout le faire par des marches. Donc là, évidemment, on n'est pas hors des sentiers battus. On est dans les sentiers les plus battus qu'on va trouver de la Norvège. Je ne sais pas combien ça a coûté faire ça, là, mais ça doit être au-delà de 1400 marches de taillées dans la roche. Puis de la roche qui ne vient pas des lieux, là, donc qui est à portée là. Mais c'est pour limiter l'empreinte écologique, disons. Eh bien, ça fait quand même un méchant workout là, pour se rendre en haut. Très bon pour les cuisses. On le conseille à tous. C'est très efficace aussi. Ça donne un super point de vue, vous l'avez vu. Donc, en gros, c'est quelques heures, ça, faire l'aller-retour comme ça. C'est notre journée de break à Rennes. OK, on va avoir le temps de faire notre lavage, faire notre matériel, faire le ravito, parce que tout est géré par le guide dans ce voyage. Il n'y a aucun intermédiaire, donc et ça demande la participation de nos voyageurs. Je reviendrai aussi là-dessus. La grande traversée du parc national continue avec une autre séquence en bateau, une quinzaine de minutes environ pour aller jusqu'à Kierkfjorden. Donc, le fjord de l'église, si on traduit comme ça, hein, l'église qui est discrète. Et bien, là, il va rester une autre portion qui va nous amener jusqu'à Fredvang. Donc, on traverse littéralement tout le reste de la portion nord du, euh, du, euh, du parc national. Et on va être sur un ensemble de relief, encore une fois, relativement modeste. Là, c'est des cols, peut-être, à chaque fois, on fait 150, 200, 250 mètres de gain, mais c'est un territoire très ondulé, si on peut dire. Et pour votre référence de déplacement, on est à peu près sur du 1 km à l'heure là, dans cette section-là des Lofoten. Très peu de gens s'aventurent là. Et dans les 2 dernières éditions où j'ai fait ce trek, eh ben, c'était la météo qu'on avait, ça se colle là. On voit à peine la plage du fond, là, qui est une super belle plage dont le nom m'échappe en ce moment. Mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, l'année passée en famille et cette année en groupe, même maudite température, mais c'est très passager. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est beaucoup des cellules orageuses qui passent. Et donc, dans la même journée, on peut avoir à peu près 50 séances de pluie et de soleil. Là. Ça varie beaucoup, beaucoup. Des fois, on a des petits refuges comme ça qui nous permettent de s'abriter quand la météo est trop capricieuse. Sinon, ben, ça revient beau, on continue notre marche et, comme je vous disais, ça ondulait et là, on se rend vers le nord. Et c'est toujours ça, c'est des lacs intérieurs, des fjords, des sommets verticaux.
tout au long de notre progression. C'est vraiment magique. Et dans toute cette section-là, je pense, cette journée-là, on a dû croiser à peu près 4 personnes au cœur de juillet, là, pour vous donner une idée. Par contre, le terrain, c'est pas pour rien là, qu'il y a peu de gens, là, c'est que le terrain est, dans le jargon, complexe. On va dire ça comme ça. Donc, belle traversée. On prend un petit bout de route parce qu'il faut joindre d'autres sections de la traversée des Lofoten. Ça nous permet de marcher en bord de fjord, voir des habitations, voir un peu la vie norvégienne. C'est très esthétique quand même, tout le temps. C'est tout le temps très esthétique, les Lofoten, je trouve, et artistique même dans le cas de cette photo. Pour tranquillement arriver vers la seconde section où on va aller chercher deux plages. Donc, la plage de Vestervika et celle de Kvalvika, où là, on va encore une fois marcher sur différents types de terrains, peu de dénivelé, ça va peut-être jusqu'à 300, 350 mètres de gain. Mais l'idée, c'est d'aller marcher en bord de mer. Et le terrain n'est pas toujours beau, il n'est pas toujours facile d'accès. La plage de Gvalvika, c'est certainement un des gros highlights de toutes les Lofoten touristiquement parlant, mais celle de Vestervika, pas du tout. Parce qu'elle est difficile d'accès. Ça prend un passage dans les roches, chaînes, cordes, etc. pour s'y rendre. Donc, ça vient d'éliminer une grande majorité des gens. Mais donc, nous, on arrive par l'autre chemin, disons. On voit les deux plages ici. On arrive du fond vers celle qui est en premier plan. Puis après ça, on va enchaîner vers le mont Ritten. Donc là, à partir de la plage de Gvalvika jusqu'au Ritten, c'est peut-être quelques heures dans le voyage, et bien là, on se replonge en fait dans l'achalandage touristique. Mais bon, encore une fois, ce sont des incontournables, à mon avis, au niveau géographique, donc il faut absolument le faire. Cette année, on a continué, pas encore une fois par l'autre chemin. Tu sais, jusqu'à Caravanier, c'est beaucoup ça, là. C'est-à-dire que tu sais, la voie est tracée par là, mais si on peut regarder à gauche ou à droite, puis voir une alternative qui est plus sauvage, ben, on va le prendre, tu sais, tant que ça reste correct là, comme option. Donc, voilà, cette crête qui nous mène jusqu'à la plage de Zandboden, là-bas, à Fredvang, finalement. Et donc, cette descente superbe vers un autre chapitre du voyage, puisque là, à partir de Fredvang, il y a toute une autre géographie qui s'ouvre à nous. On continue notre mode camping. Vous avez sûrement cru comprendre qu'on était en camping pendant cette section. On va arriver là, pour 2 nuits dans des campings aménagés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des tonnes d'hébergement dans les Lofoten. Ça, c'est important aussi à comprendre. Il n'y a pas des rorbus accessibles en coût. Partout, selon si ton but, c'est de faire une itinérance à pied. Si tu voyages en véhicule, OK, tu sais, tu peux te permettre là, de faire des allers-retours, de te déplacer, mais si tu es à pied, le camping devient ton meilleur ami. Et dans le contexte de la Norvège, eh ben, c'est un droit national ou un droit public d'avoir accès au territoire. On l'a dit tantôt avec le Friluftsliv, mais aussi au niveau légal, c'est-à-dire qu'au-delà de 150 mètres d'une propriété privée, tu as le droit, tout en respectant évidemment les règles du Leave No Trace, de te camper de manière sauvage. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tranquillement pour toute la section autour de Fredvang Ramberg. Et puis, il y aura des très belles randonnées à la journée. Encore une fois, pas de déplacement, très peu, parce que là, on va quand même prendre un petit bus là, qui nous amène faire genre 8 minutes là, de déplacement, parce que c'est chiant. 8 minutes, on se rend compte, finalement, tu sais, c'était comme 10 kilomètres, là, ou un petit peu plus. Mais fait que finalement, 10 kilomètres à pied avec les gros sacs, c'est une journée, mais en bus, c'est un quart d'heure. Donc voilà, des fois, on prend des mini-déplacements comme là, puis après ça, on repart en mode itinérance. Faut comprendre, là, ça, c'est mon aparté repas. Donc, on est vraiment en gestion de tous les aspects de la nourriture tout au long. Donc, le guide cuisine le plus possible en fonction de certaines obligations, c'est-à-dire dans ce cas-ci, le poids lorsqu'on est en rando, itinérance, avec des lyophilisés qu'on choisit particulièrement, c'est-à-dire des lios qui sont très bons, puis tous les petits tuning qu'on peut faire, les petites améliorations. OK? Donc, on voit la gestion de menu ici. Puis, quand on est en hébergement, c'est l'hébergement donc, où on a accès à la cuisine. Donc, c'est une cuisine collective, vous pouvez voir à droite.
Et là, on se lâche lousse. Donc, c'est sûr que, bon, moi, je vais faire les 2 prochains voyages, mais on a plusieurs guides là, chez Caravani qui ont une base en cuisine. Mais disons que c'est mon dada, la cuisine. Donc, on peut trouver plein de produits assez frais, locaux, dans les épiceries des villages pour se permettre un peu de créativité. Donc, on pousse beaucoup là-dessus dans les hébergements qu'on aura, qu'on va être hors camping. Vous comprenez que ça, c'est hors camping, là, ces deux-là. OK. Puis le premier avec les Lio, ça, c'est en camping. Bon, on le voit ici en camping. Donc, en camping, on se fait quand même plaisir avec toujours cette notion aussi de effort et réconfort. Donc, quand on a déployé beaucoup d'efforts et que le moral, des fois, peut être un petit peu bas, eh bien, il y a le réconfort. Que ce soit du bon café, ça c'est plus le matin si tu as mal dormi, ou même peu importe. Ou en fin de journée, un petit gin local, ça aide avec un melon d'eau bien frais quand il fait 30 degrés dans les Lofoten. C'est pas toujours ça. Sinon, les lunchs, ben, c'est plutôt modeste. Évidemment, c'est toujours l'enjeu de poids, l'enjeu de conservation, mais quand même, on fait du mieux qu'on peut. Et là, c'est une photo de moi quand il pleuvait, donc toujours le moral. Et cette gang cet été aussi, là, c'était moi en famille, mais cette année, on a eu une journée ou deux de pluie, puis ben, on sort la tente. On a une tente camp de base, si vous voulez, ultra légère. Et ben, on se met tout en gang autour d'un chaudron, on met nos petits matelas pas à fesses, puis la vie est belle. Elle est simple, mais elle est belle. Donc voilà, petit paysage, on continue. Là, je vais juste y aller peut-être juste en ambiance, là, parce que comme je vous disais, souvent c'est soit des traversées qu'on fait où il y a peu de dénivelé ou des sommets qu'on va chercher dans le but d'aller voir des points de vue. Donc les paysages vont varier en fonction de ça. Et voilà, et l'histoire continue tout le long de la côte. On est dans la côte intérieure de Lofoten vers le village entre Nesland finalement puis Ballstatt. Donc, deux villages historiques. Donc, ça, c'est reconnu par le patrimoine. On appelle ça patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que c'est dans immatériel parce que ces villages-là ont préservé ou incarnent la vie des villages de pêcheurs qui étaient pendant très longtemps isolés. Et le trek entre Nesland et Nusfjord, c'est un sentier qui reliait les deux villages pour aider les deux communautés. Ça permettait aux gens de faire soit un mini-commerce entre eux, soit de se déplacer parce qu'il y a des familles séparées et tout. Donc, c'est ce trek qu'on fera. Donc, une autre thématique, bord de mer, mais aussi avec un regard historique, super important. Voilà, regard historique. C'est la photo qui incarnait ce mot. Et puis, on arrive à Nusfjord, qui est un espèce si vous voulez, un village musée, là, où l'on en apprend pas mal sur le mode de vie de l'époque, justement, le vieux magasin général, la vieille bakery, boulangerie, le port, la façon qu'ils traitaient la morue, etc. Donc là, on peut plonger un peu plus dans l'histoire, saisir un peu tous ces enjeux de vie, comment ils vivaient, etc., la présence de l'Église protestante, etc. Donc, on va vraiment donner aussi toujours un regard culturel quand même à nos voyages, même si le fil conducteur, ça reste des voyages de randonnée. Et ça passe beaucoup aussi par la culture générale du guide. Et les gens curieux, ben, on a des bonnes discussions tout au long. Puis on a du fun aussi. Ballstatt, donc on continue. Et là, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a quitté là, euh, la première section du parc national, finalement, là, on va finir le voyage sur une touche un petit peu plus day hike. Donc, randonnée journalière à partir d'hébergements en rorbu ou en petit chalet. Donc, on lâche le camping, puis on fait la rando journalière, un petit peu plus de confort vers la fin. Donc, c'est la deuxième formule du voyage. Parce que, bon, on a bien dépensé au début, là, on se récompense un petit peu à la fin comme ça. Encore une fois, c'est une question de perception. Mais donc, randonnée journalière Ballstatt avec le Mungtuben. Non, j'ai oublié. C'est le Nonstinden, pardon, qu'on fait à partir de Ballstatt. C'est superbe. Et encore une fois, à chaque étape, ça permet de voir justement la suite de ce qu'on a fait avant. Justement, là, on le voit de l'autre côté du fjord. Le fjord est au loin là-bas. On voit la continuité du territoire. Donc, à chaque étape, on ne se déplace pas assez pour complètement changer d'ambiance, mais en même temps, oui, d'une certaine manière, il y a toujours une suite logique à chaque étape de ce voyage. Donc, vous voyez des photos
plutôt de juillet ici et de la fin août ici, où là, les couleurs changent, les fruits, tous les petits fruits sortent. Donc, en 2026, notre voyage sera plutôt vers la fin de l'été, parce que pour plein de raisons logistiques. Donc, on va être plus dans ces ambiances-là, si vous voulez. Donc, c'est un choix éditorial de partir vers la fin de l'été. Parce que je ne suis pas disponible autrement, grosso modo. Mais pour plein d'autres raisons aussi, parce qu'on croit beaucoup à cette fin de saison-là qui est très esthétique et potentiellement moins achalandée aussi. Quelques petites visites touristiques pendant le séjour, donc le musée Viking. Paraît kitsch, ça peut être kitsch si vous le regardez d'un certain angle, mais on peut le transformer en vraiment quelque chose de le fun. Puis, tu sais, de comprendre l'histoire des Vikings, c'est comprendre une bonne partie de la Norvège actuelle, voire de tous les pays scandinaves. Donc, ce musée-là le transpose bien. Et puis justement, ça va dans la perspective de l'échange ou de approfondir la compréhension culturelle, disons, d'une destination, de sa géographie. Donc, puis c'est très esthétique parce qu'il y a des superbes reconstitutions dans ce musée. Bref, ce sera juste un passage en allant vers la dernière étape. Tranquillement, on passe de Ballstatt à Enningsver. Et bien, le transport, donc pour en parler de ça, ça peut alterner entre du transport public qu'on trouve là-bas, qui est super bien organisé, évidemment, dans ce pays scandinave, et transport privatif qu'on va avoir à 3 reprises là, pendant le séjour. J'en ai parlé un petit peu, les petits déplacements de 10-15 minutes, et un plus long pour nous amener de Ballstatt jusqu'à Enningsver, parce qu'Enningsver, c'est super, mais c'est c'est pas super bien, comment dire, l'accès en bus public n'est pas super bien fait, là, c'est plusieurs enchaînements, donc on préfère le faire en privé. Et on finit le voyage dans ce joli village, qui peut être quasiment le Venise de la Norvège ou le Venise des Lofoten, puisque c'est plein de petits canaux et une archipel de micro-îles où est construit la plupart des bâtiments. Et donc, c'est vraiment sur une pointe là, excentrée par rapport à l'archipel. On y passe du bon temps là-bas, bonne bouffe, artisanat, bons produits, café de qualité, des restaurants top. Ça finit bien, ce voyage-là, dans cet esprit-là. Ça laisse le temps aussi à les gens d'avoir du temps libre, faire leur petit magasinage, etc., de souvenirs. Il y a des belles choses, c'est pas cheap à Enixvar. Mais on va quand même s'offrir une dernière bonne rando avant de finir le séjour. Et là, on voit hein, au loin euh, Enixvar, là, vous voyez mon analogie de Venise. Là. Eh bien, c'est tout petit là-bas, mais au loin, mais c'est vraiment, il y a comme 3 ponts là, pour rejoindre chaque section du village. On le voit comme ça. Et ça, c'est cette superbe rando là, où va se faire les mollets et où on va être dans un univers aérien très surprenant, disons, où la vue 360 sur toute cette portion de l'archipel qu'on n'aura pas eu la chance d'explorer avant. Fait que voilà. Donc, on peut nous demander des fois, est-ce vertigineux la Norvège? Eh bien, oui, c'est vertigineux, mais c'est pas déstabilisant. C'est pas dans le sens, il n'y a pas de notion de vertige ou de crainte de chute. T'sais. C'est juste, je dirais peut-être même plutôt plus aérien comme paysage. Mais oui, les sentiers qu'on fait des sommets en Norvège, eux, ils ne se cassent pas la tête avec des zigzags. Là. Ça s'en va tout droit. Donc, souvent, il faut utiliser les mains. Il faut faire des bons steps, faut prendre notre souffle. C'est assez get to the point. Quand on regarde les kilométrages, tu te dis, bon, 4,3 km pour faire ça, c'est rien. Mais encore une fois, comme je vous disais tantôt, 1 km à l'heure, à peu près la moyenne. Donc, ça prend plus de temps qu'on peut se l'imaginer. Mais c'est superbe en échange. Et puis, c'est assez unique aussi comme type de géographie. Vous allez dire, une fois que vous allez randonner en Lofoten, vous allez vous dire, oh my God, c'est unique au monde, cet endroit-là. J'ai pas de référence dans ma tête. Voilà. Toujours possible de faire des petits baignades. Vous voyez un petit peu plus tôt le petit lac en bas. Cette année, on en a profité parce qu'il faisait relativement chaud. Ça reste que quand même, il faut être un peu, avoir le sang viking là, pour se baigner dans cette eau-là, mais ça reste possible. Et puis, je vous laisse avec quelques petites images de crépuscule et de... Ah non, c'est vrai, je n'ai pas parlé des hébergements. Bref, petit crépuscule de Enixvar, je reviens là-dessus dans 2 secondes. Donc, super place ici. Et puis, je conclus
l'hébergement dans les Lofoten. Donc, comme je vous ai dit, camping, on l'a vu. Sinon, c'est les Rorbues. C'est quoi les Rorbues? Des petites cabanes comme ça, on en voit un petit peu plus au loin, là, le long de la baie. C'est très charmant. Ça va avoir un setup différent à l'intérieur. Ça peut être des chambres, des fois avec deux lits là, qui se séparent. Tu mets la table de chevet entre les deux, son petit col pour un couple. Des fois, il y a une mezzanine, comme on voit. Des fois, c'est un amalgame de petites chambres. Dans la grande majorité des cas, on est toujours en occupation double, c'est-à-dire deux lits. OK? Des fois triple, mais ça reste quand même très confortable. Un espace commun très agréable, souvent dans une genre d'architecture très ouverte, très fenestrée quand même. Et puis c'est là qu'on vit ensemble, donc on va préparer les repas, qu'on va faire les tâches communes, préparer la nourriture. Des fois même les gens font le ravito avec moi. Donc, c'est très participatif. Si on a un catch of the day, des fois, au marché ou autre, poisson, je parle, eh bien, encore une fois, participatif pour se faire des bonnes bouffes, finalement, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, en gros, l'ambiance générale de ce voyage-là. Je finis, je vois vos questions. Je finis en disant qu'il y a des extensions possibles à Bergen parce qu'on n'y va pas à toutes les fjords du centre, en fait, ou du sud de l'île, de la Norvège, qui peuvent être une superbe expérience. À partir de Bergen, là, il y a plein de possibilités à faire, voire même une extension à Oslo. Tout ça, on peut arranger ça avec la réservation des vols. Donc, puis je donne plein de conseils, mais encore une fois, on ne prend pas la responsabilité de booker pour vous et tout. On ne dit pas notre spécialité à nous. Mais dans le passé, j'ai eu l'occasion d'organiser la Norvège de plein de façons. Et puis, je connais pas mal les coins à visiter, donc c'est plus sur base de conseils que je vous offre cela. C'est quoi le niveau du voyage? Ben, c'est un niveau 3. Donc, dans notre jargon, que ça veut dire un niveau 3, je vais finir avec cette photo. Niveau 3, c'est-à-dire, il n'y a pas de facteur altitude. Par contre, la difficulté du terrain, comme j'ai peut-être décrit, là, assez clair, peut-être pas clairement, mais en tout cas, c'est un terrain complexe qui fait en sorte que la progression est difficile. Des fois, c'est glissant. Le pas devant l'autre, c'est pas toujours évident. On est toujours en train de réfléchir dans la majorité des cas où on va. Des fois, c'est même pas tracé, le terrain, là. Parce qu'on s'aventure dans le backcountry. Donc, ça fait en sorte que pour nous, c'est un niveau 3. Il y a du portage aussi, pas tout le temps. Il y a du portage, en fait, sur 4 jours dans tout le voyage. Mais pour toutes ces raisons, on a quand même dû le mettre niveau 3 si on voulait être en corrélation avec le reste de notre échelle. Mais il y a plusieurs personnes qui étaient un peu rébutées à cette idée de porter ou de dans des conditions difficiles. Mais pour ce que tu en gagnes en termes d'expérience, ça vaut l'effort. Donc oui, Guylaine, le transport, la nourriture, le guide est fort, là. Il y a un gros sac à dos, mais la notion de partage est encore plus forte. Donc, c'est un partage. Donc, évidemment, en fonction de votre morphologie, on va dire. Tu sais, si vous pesez 108 livres, 5 et 2, là, ça se pourrait qu'on s'adapte, tu sais. Puis que les gaillards plus forts en prennent un peu plus. Mais en gros, je disais tantôt, 12 kilos à peu près, ça a pas mal fité. J'en prenais beaucoup plus. Mais on se partage la nourriture, mais en trek, vous allez voir les bienfaits du lyophilisé. Option de manger végé, bien sûr. Vous allez voir, vous avez peut-être vu les photos de Sly Food. En fait, Sly Food, c'est un gars d'ici. Moi, j'habite à Val-David, donc c'est un gars de Sainte-Agathe ici que j'ai connu il y a un an et qui fait du vegan. Mais on n'en parle même pas parce que, ben, en fait, c'est plants, c'est comment on dit, donc? C'est à base de plantes. Fait que, voilà. Puis on rajoute des protéines animales au besoin. Fait que c'est plutôt l'inverse, tu sais, finalement. C'est comme en Inde. C'est non-veg. C'est veg ou non-veg. Donc, le non-veg, c'est nous qui l'ajoutons. Donc, c'est principalement comme ça. Quand on cuisine, c'est très simple. Puis dans les restaurants, ben oui, c'est possible aussi de manger végé. Par contre, vegan, oui, tant mieux pour le Lio, mais tu sais, je peux pas, c'est difficile pour moi de cuisiner vegan ou de cuisiner si vous êtes cœliaque, par exemple. Oui, on fournit tout le matériel. Donc, ça, c'est valable autant pour le Groenland que la Norvège. On fournit tout le matériel de camping d'ordre commun, c'est-à-dire tente, éléments qui touchent à la cuisine, tente commune, etc., etc.
Par contre, vous fournissez votre sac de couchage et matelas de sol. Voilà. Donc, je peux prendre des questions encore le temps que je fasse une transition vers le Groenland. Sinon, ben, on s'écrit, je vous écris mes coordonnées là, dans la petite boîte pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous ou parler, etc. fxcaravanier.com. Bon, attention, le moment crucial. Qu'est-ce que vous voulez dire, durée du trek? Le voyage dure 15 jours. Donc, mais le trek lui-même, c'est plusieurs sections. Ouais. Donc, le trek, c'est à peu près, là, on va être actif une dizaine de jours sur les 15 jours en tout, parce qu'on a des portions, des fois, c'est plutôt des transitions, plutôt des visites, ou juste arriver puis repartir. Là. Mais le beau côté de tout ça, encore une fois, zéro intermédiaire. Je fais tout à destination. Donc, c'est une des beautés du voyage. Date, attendez, je l'ai ici, la slide. Donc, c'est le 28 août. Pardon, 29 août. Oh merde, excusez, hey, dyslexie. C'est 2026, on parle bien. 29 août 2026. Tous les détails sont là. Attention, il faut que je change de diaporama. Je vais tenter de faire ça sans tout faire. Donc, posez-moi vos questions. On tombe sur le Groenland dans une minute, si je m'y rends. OK, ça marche. Hey, c'est bien trop facile. OK. Et non, non, tout est inclus. Hein. Dans nos prix, là, juste pour être 100% clair, nos prix incluent tout à destination sauf 5 repas en ville. Bon, vous allez me dire pourquoi pas tous les repas en ville. Là. Les soupers en ville, c'est parce que tu peux avoir du bon plaisir à 30 mais du bon plaisir aussi à 100 puis même à 120 en Norvège, c'est excessivement cher, le coût de la vie. Donc, il y a 5 repas où j'ai jugé que les gens, soit qu'on pouvait splitter, ou soit moi, je trouve un resto, mais c'est à la discrétion des budgets de chacun. Pas tout le monde qui a les mêmes revenus et tout. Pas tout le monde je sais pas, qui veut explorer plein d'affaires. Donc, puis dans notre système, je le dis de même, mais dans notre système, tu sais, s'il y a des repas comme ça qu'on ne contrôle pas sur des restos, on ne peut pas vraiment les négocier. Ben, on doit prendre une marge là-dessus et tout. Donc, je préférais mettre ça à part, ça revient moins cher en bout de ligne. Mais sinon, tout est inclus. Transport, nourriture, les équipements, comme je vous le dis, nos services, les déplacements privés quand il y a des déplacements. Donc, c'est ça. Puis, il faut ajouter le vol. C'est le coût de la vie maintenant en Europe. Donc, on calcule environ 1600-1700 pour le vol. À peu près, puisqu'on se rend dans le nord de la Norvège. Là. On a eu des meilleures années dans le passé, on va voir. C'est vraiment très relatif à la saison puis au moment. Là. J'ai pu payer 1200 en 2024, là, mais bon, ça varie énormément. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'enchaîne avec le Groenland. Sinon, ben, comme je vous ai dit, je vous invite à continuer la discussion sur la Norvège en privé avec mon adresse courriel. Donc, Groenland. Donc, encore une fois, des petits pouces pour me dire que c'est une seule photo que vous voyez, celle d'une tente. Ça permet de réveiller les gens, là. Yes. OK, excellent. Hey, merci. Merci. Bon. Et mon écran est tout petit, moi, mais bon, qu'est-ce que c'est ça? OK, c'est là où on va. Donc, Groenland, c'est un grand classique chez Caravanier qui existe depuis plus de 20 ans, qui a évolué, évidemment, qui est comme quelque chose de bon. Su prendre le meilleur, évacuer le moins bon et évoluer comme ça de mieux en mieux. Et bref, on a toujours notre formule de 3 voyages que je ne vais pas vous décrire, mais d'abord et avant tout, où on est dans le monde, ben, on est à l'est de ce continent glacé, dans une région, plus précisément la région de Kulusuk, ou la région du fjord de Sermilik. Bref, vous allez voir un petit peu plus loin. Mais vraiment, là, vis-à-vis la
l'Islande. Donc, à peu près la même latitude. On est légèrement sous le 66e parallèle et environ à 1h50 de vol de l'Islande. Pour faire nos voyages là-bas, eh bien, pardon, ça prend absolument une escale aller et retour en Islande. Donc, ça peut être aussi une belle occasion de prolonger son séjour là-bas. Mais c'est sûr que vous allez au moins passer une nuit ou deux à Reykjavik ou Keflavik selon les scénarios choisis. Donc, on peut voir ici, l'aéroport international est à Keflavik et 50-60 km plus loin, c'est Reykjavik. Donc, ça reste quand même un autre volet, ça ouvre la porte à un autre voyage, là, finalement, d'aller là. Beaucoup de gens font des prolongations d'environ 4-5 jours, une semaine. Là-bas, on donne beaucoup de conseils. On ne va pas faire l'organisation de l'extension Islande, mais j'ai beaucoup guidé moi-même en Islande. Je connais pas mal. Je peux donner plusieurs conseils qui sont pertinents pour vous. Donc, ça a bien à penser dans un projet comme d'aller voyager au Groenland. Donc, on est là, OK? Je vous parlais tantôt du fjord d'Ammassalik, fjord de Sermilik, fjord de Tasiilaq. Donc, c'est pas mal les lieux importants à saisir dans l'est du territoire. Il faut comprendre que l'est du territoire du Groenland est une région, encore une fois, beaucoup moins fréquentée et même beaucoup moins peuplée qu'on retrouve comparé sur la côte ouest. Donc, la capitale, qui est Nuuk, Groenland, c'est sur la côte ouest, c'est vraiment une ville, littéralement. Il y a plusieurs populations. Historiquement, c'est là que les populations, même inuites ou européennes, se sont installées, mais très peu du côté de l'Est, et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Le Grand Fjord de Sermilik, c'est un grand moss là, en termes de paysage et de beauté d'environnement sauvage. Par contre, c'est un grand fjord avec moins, peut-être, selon nous, moins de diversité ou de variation de la géographie, parce que c'est un immense fjord, comme on peut le voir. Nous, on va plutôt se concentrer sur la Massalik et le Tasiilaq, où là, ça nous permet d'avoir plein de petits bras, de petits fjords, justement, qui vont donner beaucoup plus de variété quand on va se déplacer en kayak ou en randonnée. Donc, c'est vraiment le choix éditorial et aussi des communautés intéressantes comme Kumyut, Sermiyak, donc qui vont faire partie de l'exploration. Donc, vraiment, puis c'est aussi là qu'on est établi puis qu'on développe notre offre depuis des années. Donc, c'est de l'expertise propre à un territoire précis. 3 circuits qu'on a euh, au Groenland. Donc, un qui s'appelle Solitude glacée, qui est que en kayak de mer. Donc, on a encore une offre active en kayak de mer pour caravaniers, mais principalement dans les régions nordiques. Le kayak est pour nous un- un moyen de transport pour explorer le territoire. Donc, c'est pas tant. Évidemment, la solitude glacée, puisqu'on fait que du kayak, s'adresse beaucoup à des gens qui sont à l'aise et qui aiment le kayak. Ça, c'est indéniable. On a un super guide, des super guides qui encadrent le kayak et on va vraiment pousser cette notion-là d'exploration en kayak. Mais globalement, le kayak est à la base un moyen de transcender le territoire, un moyen d'être en immersion. C'est un moyen de déplacement en autonomie aussi. Puisqu'on ne fait pas de portage, on va l'avoir sur notre embarcation, on a cette notion d'itinérance autonome qui est quand même fascinante. Donc ça, c'est quelque chose à considérer pour ce volet-là, en tout cas de solitude glacée. Mais pour l'autre, par exemple, un petit peu plus loin, et là, on voit le trajet en bleu, là, celui qu'on voit à Fjord de l'Est, pardon, eh bien, Fjord de l'Est, c'est un hybride entre les deux. Donc, pour les gens peut-être qui ne sont pas 100% des fans de kayak, mais qui veulent voir le paysage via la perspective de la mer et de vivre tous ces éléments comme les icebergs, la faune marine, etc., ben, on a un voyage qui va hybrider les deux. Donc, on voit en orange la portion kayak dans le fjord de Massalik jusqu'à Tasiilaq. Puis après ça, le long de l'Ikatek, Karalik, bon, des noms qu'on va voir un petit peu plus loin, à pied. Donc, et là, on aura le soutien de bateaux pour le transport des bagages.
passer la portion kayak. Sinon, ben, la dernière version de notre offre là-bas, c'est que rando. Donc, rando qui est principalement en itinérance, mais avec transport de bagages, et une portion au début qui est en autonomie. Donc, un peu comme on a vu en Norvège, donc un camp placé dans la coin des aiguilles de Storbjörn. On va se poser là, rayonner 2 jours, et puis après ça, revenir, et puis tout le reste se fait en itinérance avec un bateau qui va transporter nos équipements à chaque fois qu'on se déplace. Donc, un petit peu plus concentré dans le territoire, mais les mêmes highlights que le reste de notre offre. Donc, arrivé à Kulusuk, on voit ici. Donc, Kulusuk, finalement, c'est un mini-village qui est perché sur un cap rocheux, entouré de montagnes et d'icebergs. Donc, on est en juillet, à l'époque de cette photo-là. Ça va être à peu près l'environnement dans lequel on va être tout le long. Les glaces fondent ou se dissipent à peu près pas. Ils vont être très concentrés en début puis en fin de saison. On va le voir un petit peu plus tard. Votre arrivée va certainement vous surprendre à Kulusuk parce que ça reste comme un petit aéroport sur une stripe de garnotte, si on peut dire. Donc, on arrive littéralement sur la gravelle. Et puis, un beau tracteur qui vient transporter nos bagages et nous les apporter à destination. Donc, on sort tout simplement à l'autre bord des portes. Alors, petit tracteur, ambiance vidéo ici. Il nous amène nos bagages. Puis après ça, il faut s'imaginer. Wow, attention. Il faut s'imaginer tous ces bagages-là sur des chariots de même, tout le monde qui tire ses affaires. Nous, on a nos 4 roues qui vous attendent à destination pour amener ça à l'hébergement, puisqu'on a 3 kilomètres. On a 3 kilomètres à marcher pour se rendre au village. Donc, il semble qu'après les vidéos, mon vidéo. OK, calme-toi, c'est bon. Donc, village de Kulusuk, qu'on voit ici, qui est en fait ce petit village inuit, principalement, aux maisons colorées, à pilotis, etc. Donc, on voit toutes sortes d'influences quand même. On voit un passé chrétien, donc de l'influence danoise. Donc, on voit toute cette ambiance-là en arrivant à pied. Ça fait vraiment une transition qui est géniale et ça correspond à une des façons de construire nos itinéraires en général chez Caravani, c'est-à-dire de tout de suite vous projeter dans un environnement dépaysant. En Norvège, comme on a vu tout à l'heure, un peu, là, on avait moins ça parce que des fois, c'est pas techniquement possible, mais là, tout de suite, paf, on vous dépayse, on vous amène dans une petite maison où vous serez logé, et puis c'est là que commence l'aventure en terre groenlandaise. Donc, hébergement, c'est une maison. C'est une maison qu'on peut dire comme un refuge, un hostel, là, dans lequel on peut accueillir environ à peu près une douzaine de personnes. Nos groupes, autant Norvège que pour le Groenland, c'est 12 voyageurs avec un ratio d'encadrement de 1:8. Donc, selon la taille, il peut y avoir 1 ou 2 guides. Puis voilà, donc là-dedans, on a l'essentiel, on a accès à l'eau, on peut se cuisiner ensemble, c'est les guides qui vont gérer ça, lieu commun, on peut s'asseoir tranquille. Et puis à l'étage, le grand dortoir, c'est la façon typique là-bas, Groenland, là, parce que toutes les maisons sont construites comme ça, c'est un étage avec ouverte, matelas au sol, et puis on s'installe. Donc ça va être comme ça pour toutes les nuitées qu'on passe au village. Des guides. Là, j'ai mis juste des faces de gars, là, mais pas juste des faces de gars. On a tous la même âge, toutes des barbes. Donc, c'est ça. C'est ça. On est tous rendus là. On est environ 6, même voire 7, là, avec. Là, j'ai pas mis René-Claude Bastien, mais vous allez la voir un petit peu plus loin. Donc, qui est la femme. Ça prend ça dans le team. Donc, on est 6 qui voyageons régulièrement au Groenland ou avons régulièrement guidé au Groenland, surtout certains anciens comme M. Nadeau ici, Jean-Philippe Bosset et puis Jean-Philippe Leblanc. Donc, c'est vraiment eux le corps, si vous voulez, des guides au Groenland. Et tout ça est soutenu par une équipe locale solide qu'on a depuis des années
Justus, Guillaume ici, et puis d'autres Inuits qui vont contribuer au transport, surtout parce que c'est beaucoup leur rôle, là, c'est de nous soutenir au niveau sécurité, on est loué les armes, nous accommode beaucoup pour l'entreposage de notre équipement à destination, nous ouvre les portes du territoire, mais aussi nous permettent la logistique du transport des bagages, parce que pour les voyages comme le Fjord de l'Est et le Trek 66 Nord, ben, les bagages vont être transportés par un nombre relatif de bateaux selon la taille des groupes. Donc, voilà un peu pour puis ça va être vraiment des personnages que vous allez voir tout au long de ces deux circuits-là. Là. Puis les bateaux vont aussi servir quand on se déplace, parce que dans certains cas, on va commencer ou terminer d'un endroit. C'est pas un trek en boucle, là, ou c'est pas un itinéraire en boucle. Si on parle de Fjord de l'Est, c'est 66 Nord. C'est linéaire, donc on commence souvent au village, mais on finit à Carralé, donc on doit revenir après ça en bateau, et le bateau va devenir une autre ambiance ou un autre type de façon de d'explorer l'environnement, c'est-à-dire quand même une ride intéressante à travers les icebergs. Et souvent, parce que eux autres, pour eux, aucun déplacement n'est laissé au hasard, la chasse est toujours est omniprésente. T'sais. Donc, s'il y a des phoques, s'il y a des pêcheurs et autres, donc on sert toujours de cette espèce de réseau ou d'environnement tout simplement pour soit faire la chasse ou soit aller chercher les catch of the day de certains pêcheurs pour s'en servir. Dans ce cas-ci, le phoque est beaucoup, beaucoup utilisé pour l'alimentation des chiens pendant l'été, donc il est souvent chassé même pendant qu'ils font nos transferts. Donc ça, c'est quand même un choc culturel pour certains là, qui ne sont pas habitués à ce mode de vie-là, mais en même temps, c'est une forme d'authenticité, si vous voulez, là, en voyageant au Groenland. Donc voilà, les bagages. Là, c'est une version lourde ici de notre trek. Ça, c'est des groupes de cet été. Donc, trek en itinérance, oui, mais tu sais, quand tu es un groupe de 9, 10, plus les guides, toute la nourriture, etc., c'est quand même pas mal de volume de bouffe. Donc, en village, tout ça est traîné par on a accès à des 4 roues, donc on fait tous les déplacements entre la maison où on réside, puis le quai pour l'embarcation, soit en bateau ou en kayak, selon. Et même des fois, ça va un petit peu plus rustique, comme en brouette, quand on va faire l'épicerie, entre autres, ou autres déplacements à plus courte distance ou à moins grande envergure. Mais ça reste que c'est ça, là, tu sais. Il n'y a pas de... euh, il n'y a pas d'alternative là, dans un village aussi petit. Là. J'arrive avec la portion kayak et tout au Cam ou Leuze. J'arrive dans quelques photos. Je fais une mini pause, j'avais vu, ouais, accessible pour les ados. Oui, Nicolas me posait la question plutôt pour le Norvège. Là. Je fais un aparté en ce moment pour être sûr de répondre à tout le monde. Oui, c'est accessible pour les ados. Je l'ai fait en famille. Moi, les enfants avaient 8 et 11 ans. Donc, nous, les ados, on va plutôt considérer à partir de 15-16 ans, par contre, la question d'être autonome puis de fitter un peu avec le groupe si vous prenez cette option-là de groupe. Voilà. Je retourne à mes affaires. Donc, Groenland, donc, tout va tourner autour de l'épicerie centrale ou le centre du village. Donc, la coop, hein, comme on dit dans certains villages ou dans le nord ici. Dans ce cas-ci, c'est le père Pilaire Suisioc, bref, que moi j'appelle le pergélisol, c'est-à-dire l'épicerie du village avec la poste autour. Pourquoi pergélisol? C'est parce que tout est congelé là-bas. Donc, c'est ma façon plus facile de me souvenir du nom. Mais ça va servir de backup à notre logistique à destination. On ne va pas piller littéralement l'épicerie d'un village là, pour plusieurs touristes, mais ça reste que ça permet de manger du frais, surtout pour la portion hébergement dans le village. Après ça, on n'est qu'en autonomie, comme on a pu le voir. Euh, en Norvège, donc nourriture d'expédition principalement. OK, puis un peu frais quand justement on rencontre des pêcheurs, là, des fois, ben, on peut leur acheter des prises de la journée puis leur se permettre d'avoir du frais ou des fois même ils le font avec les ravitaillements. La poste, là, on comprend que finalement, l'épicerie, la poste, ça devient des lieux de rassemblement d'une communauté. Donc, on peut un peu saisir cet aspect-là
en passant un peu de temps à Kulusuk. Donc voilà, la logistique des kayaks, on les voit ici. Donc pour la portion kayak solitude glacée et pour le hybride kayak Fjord de l'Est, pardon, eh bien, ce sont des kayaks de type Nautilus. Donc, ce sont des embarcations quand même volumineuses, larges, très stables, ok, très faciles aussi au niveau de la navigation. On n'a pas besoin d'être un expert de jeu de pédale ou des pagaies, ça se navigue facilement. C'est fait pour ça. Tu sais. C'est des kayaks qui sont montables, démontables. Ça nous permet justement de pouvoir faire notre logistique de nos itinéraires. Donc, on les voit ici. Donc, la plupart des gens vont être jumelés en équipe de deux sur des kayaks doubles. Un qui est le contrôle en arrière, l'autre qui est plus en avant comme une force de pagayage. Mais évidemment, tu sais, ceux et celles qui ont plus d'expérience ou de facilité avec le kayak, on va les jumeler dans cet esprit-là. Évidemment, si vous êtes un duo, un couple ou un duo d'amis, ben là, vous êtes un duo, là, vous êtes mis ensemble. Mais sinon, des fois, dans des portions plus difficiles, peut-être on pourrait interchanger les équipes pour faire en sorte qu'il y ait un certain équilibrage des forces dans ces duos d'embarcation. Donc, on pense vraiment comme ça, mais comme je vous dis, c'est large, c'est massif, c'est très stable au niveau de la navigation. On pose la question, est-ce que quel type de mer et tout c'est l'autre particularité qui nous intéressait aussi en allant dans ces deux fjords-là, là, à Massalik puis Tasilac, c'est que les vents dominants vont arriver soit du nord ou de l'ouest, et puis le relief étant des fjords plus étroits, ben, vont comme nous protéger relativement de la grosse houle ou de la mer. Tu sais, quand je dis la mer, c'est-à-dire les bonnes vagues, être confronté au vent. C'est sûr qu'on est confronté quand même à ça, mais ça amoindrit la potentialité de ça. Donc, ça fait que c'est un terrain qui est un terrain maritime qui est plus accessible ou qui est plus favorable à ce que ça soit comme ça, mais évidemment, on va vraiment toujours devoir s'adapter. Les rapports météo sont super importants. On est vraiment dans cette perspective-là où l'extérieur, l'environnement va dicter un peu ce qui va se passer dans nos journées, mais c'est favorable. T'sais. Vraiment. Puis on peut le voir là, ce sont diverses photos prises dans les 2, 3 dernières années. Le gros boss du kayak, c'est justement cette perspective depuis la mer, de voir ces incisives de montagne, parce qu'on a quasiment des petits parallèles à faire avec la Norvège. Hein, c'est un peu la même géomorphologie, mais aussi explorer tout ça, marcher, pagayer à travers les icebergs, c'est quand même magique, dans le parc de glace, d'être dans un environnement comme ça, complètement immense, souvent très... La solitude glacée, je crois que ça incarne vraiment bien ce terme-là, tu sais, d'être dans une solitude, une immensité où l'environnement est à peu près pas touché. Donc, l'environnement, ça va être quoi? Ça va être cette grande nature. Des fois, au loin, les bateaux d'Inuit qui passent entre les communautés, le bruit des baleines, puis de la faune maritime, puis nous. C'est tout. Donc, c'est très, très sauvage, le Groenland, et c'est le gros intérêt, je trouve, de le faire avec l'axe kayak. C'est ce volet-là qui rend la perspective assez unique. Donc, le kayak, évidemment, on n'a pas besoin d'être des experts ou des initiés à ça. On peut, on peut vraiment se dire, OK, ça y est, je me lance le défi pour l'année prochaine. J'en ai à peu près pas fait, mais je me dis que je vais aller faire un cours des sorties au courant du mois de mai, juin, parce que ça, je vais être prête pour l'été. Ce qu'on attend quand même des gens là-bas, c'est qu'ils n'aient pas peur de l'eau, que l'environnement aquatique soit quelque chose dans lequel ils sont à l'aise. Ça, c'est la base, là, sinon on oublie ça. On fournit tout l'équipement nécessaire, pour la sécurité, VFI, veste de flottaison, des dry suits qu'on adapte même à votre taille, les gants de pagaie, tout, vraiment les sacs au sec, tout ce qui va tourner autour du nautique kayak est fourni.
Donc, on va juste demander aux gens finalement d'arriver avec un peu de bagage, beaucoup d'aisance et surtout, c'est de la volonté parce que des fois, le kayak, forcément, comme je revenais sur cette photo précédente, le kayak, des fois, on est obligé de traverser des bras de mer. Des fois, on est obligé de confronter un vent de face. Des fois, on est obligé de passer à travers une mer un peu plus agitée parce qu'on va aller se positionner en contexte sécuritaire dans une baie ou ailleurs, ou c'est plus dans l'axe des vents. Donc, des fois, ça va demander 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie de pagayage non-stop, et de un peu de navigation pour se rendre dans ce contexte-là plus favorable. Donc, c'est pas comme la rando où on peut se poser quand on veut. Donc là, des fois, il y a cet engagement-là supplémentaire par rapport au kayak. Mais dans la plupart des cas, comme je l'ai mentionné, il y a c'est un contexte favorable là, pour pagayer sans trop de soucis. Je laisse avec cette image des kayaks, de la perspective de la mer pour les icebergs. Petite transition en regardant mon dry suit en disant qu'on va marcher. Ben oui, il y a l'autre volet de ce voyage qui est l'exploration à pied, donc l'ambiance trek. Encore une fois, transitionnelle, des fois on traverse des bras de rivière. C'est littéralement une aventure, territoire quasi non tracé, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de sentier dans la grande majorité de tout ce qu'on va faire. Ça fait quelque chose de beau, de magique, de majestueux, hein. Donc, surtout dans la portion, là, je suis dans le trek ici, là, les aiguilles les triplettes qu'on voit ici, là, puis le monstre Orbior, eh bien, là, on est complètement sauvage, là, en itinérance. Donc, ça va être le plus engagé qu'on fait au niveau du trek, 66 Nord. Et on va marcher dans une variété incroyable de types de paysages. La toundra, la mousse, du sable, des plages, des hybrides comme ça. Souvent, peu de dénivelé, ou s'il y a du dénivelé, ça va être un gros gain au début, puis après ça, ça va sur des plateaux. Donc ça, c'est pas significatif, les dénivelés, ni l'altitude d'ailleurs. On va avoir une traversée du glacier de Tunup, où là, c'est encadré avec nos guides. On vous fournit les petits crampons. Là, c'est des petits crampons de type Ilsan. Je ne sais pas si vous voyez ça, monsieur, dame, ici. Bref, le glacier est ouvert à cette époque de l'année. C'est sécuritaire, mais il faut juste comme prendre la bonne trajectoire sur laquelle on va vous aligner. Ça reste quand même une autre expérience supplémentaire qui est vraiment tripante, je pense, et qui va faire qu'on est dans une variété complètement, ou une mosaïque de paysages beaucoup plus grande. Donc, ça, c'est un choix ancestral d'avoir décidé de passer par là. Et dans certains cas, on passe dans un contexte vraiment très montagnard, là. Donc, ça peut nous rappeler, je sais pas moi, les Alpes, toutes les chaînes de montagnes de ce monde, là, qu'on va arriver vers Carralé. Et dans la plupart du temps, c'est beaucoup en bord de mer ou du moins avec perspective sur la mer, puisqu'on va être plus haut. Donc, beaucoup de séquences comme ça là, pour la portion trekking. J'aimais bien cette photo, hein, de profiter du moment, de vivre le grand air comme cette dame le fait. Voilà. Donc, la vie de camp de base, et j'achève, messieurs, dames, j'achève. Donc, la vie de camp de base, elle est super importante quand même dans un voyage au Groenland. On a un abri, c'est notre tente mess, OK, qu'on appelle la struggle, qui est un jeu de mots avec le terme stronghold, qui est le nom du modèle de la tente. Donc, oui, elle struggle, donc dans le sens qu'elle a subi les événements, les éléments, mais elle se tient face aux éléments. Donc, elle peut être un peu sale, mais elle fait sa job, comme tout le monde. Donc, ça, c'est quand même le lieu le plus important de tout cette péripétie qu'on peut vivre, ou ce voyage qu'on peut vivre au Groenland. Donc, la météo là-bas, à quoi ça dit? La météo au Groenland, c'est quand même surprenant. C'est-à-dire que même chose, hein, c'est le côté est du massif, donc de la grande île là, ou du continent. Et on a encore l'effet du Gulf Stream. Donc, il y a des vagues de chaleur pendant l'été. On dit à peu près 15 à 20 degrés. C'est même chose. En fait, sur papier, c'est la même température à peu près que les Lofoten. Euh, mais vu que c'est un peu moins maritime, puis vu à cause de la présence de la glace, c'est tout. Sur papier, il y a moins de précipitations qu'en Norvège.
Donc, je vous disais, c'est 50% là, de jours de pluie, là, ou du moins de jours où on est mouillé en Norvège. Là, on était à un tiers à peu près. Là. Et là, je vois à peu près, mais ça se tient là, par rapport aux dernières éditions. Vous êtes en camping, même chose un peu que la Norvège, donc on fournit tout le matériel. Vous avez une chaise en plus pour bon, un petit peu de confort, le dry suit qui se sèche, la tente, tout vraiment ce qui est commun est fourni. Le plaisir du camping dans des environnements comme ça, c'est de se lever le matin puis d'ouvrir sa tente puis de voir ce paysage-là ou de le contempler juste comme ça, assis de même au grand vent. Là. Donc, c'est quand même bien, je trouve, cette perspective du camping et qu'il n'y a absolument pas de traces. Il y a des sites là, qu'on va reconnaître, là, mais c'est tout. C'est du camping sauvage. Dans quelques rares exceptions, comme là cet été, on a pu faire des feux. Vous comprendrez bien que l'accès au bois est très limité, mais des fois, quand on le retrouve dans la mer, là, on se permet ça. C'est beaucoup de vie de camp, vie de contemplation, de vie d'être ensemble, finalement, de profiter des petites choses simples de la vie, puis d'être sur des camps complètement incroyables et sauvages, comme je vous ai enchaîné rapidement. J'ai vu votre question aux ours polaires, j'ai un point de sécurité dans quelques minutes. Donc, tous les camps où on va finalement passer du temps, soit dans le Fjord de l'Est, soit dans le Trek du 66 Nord et dans Solitude glacée, c'est cet environnement-là qui va faire partie de notre quotidien. Ici, au camp de Tounou, donc je trouvais qu'il était tellement en bord de mer qu'on a quasiment l'impression d'être dans un bateau. On peut le voir avec la petite vidéo. C'est vraiment la mer juste là, là. On est comme perché littéralement. C'est super de dormir dans cet environnement-là. Voilà. Et sinon, la base militaire, bon, ça, c'est un lieu moins intéressant pour monter un campement, mais c'est un passé quand même. On a vu plusieurs sites à caractère culturel ou historique dans le coin des Lofoten. On en a quelques-uns aussi au Groenland, comme cette base militaire américaine qui a servi de 41 à 45 pour le service d'alimentation de l'Angleterre par avion. On va voir aussi des traces de la Do Line avec la guerre froide, etc. Donc, il y a cette perspective stratégique du Groenland qui est encore d'actualité en ce moment avec M. Donald. Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est quand on transforme le lait en beau, finalement. On continue avec les sites, une Artivac, la plage juste à côté. Incroyable plage où certaines personnes s'improvisent leader de yoga pour faire une salutation au soleil. Donc, on a ce temps-là, tu sais, le matin, le soir, tu sais, la portion mobile, active, c'est peut-être quoi, 5-6 heures dans la journée. Mais tu sais, il y a toute la portion camp, vie de camp, montage, démontage qui prend une partie considérable. Donc, on en profite aussi pour être dans cet esprit-là. Carrelé, c'est glacier aux alentours, puis c'est vu incroyable. J'arrive avec le point et je conclus très bientôt. Prévention, sécurité, parce que moi, j'aime ça dire prévention et sécurité, parce que sécurité, c'est plus comme être face aux faits. Là. Prévention, c'est les anticiper. Eh bien, tous les guides ont l'obligation d'avoir une arme pour les ours polaires. Donc, on a nos permis, port d'armes, pratique de tir, etc. Donc, on fait toujours des blagues, là, nous, les garçons, avec des fusils, là, comme ici. Mais donc, dites-vous que vous êtes bien encadré et que le bleu est la code de couleur pour les guides, ça a l'air. Donc, armes que chacun devra avoir pour la prévention des ours. Les ours, puis bien le porter, son arme aussi, c'est bien. Ici, c'est une mise en situation. Parce que l'ours polaire du côté est du Groenland est quand même c'est un risque. Il y a une présence et puis il faut la considérer en tout temps. Il y a une population d'ours polaires quand même qui n'est pas moindre que du côté ouest ou ailleurs. Bon, l'ours polaire du côté est a une certaine particularité d'être un petit peu plus petit, donc sa morphologie s'est adaptée pour plein de raisons, mais ça reste pas moins qui peut être agressif ou du moins qui peut traquer ou être en quête de cette quête de nourriture qu'ils ont pendant tout l'été. La nourriture n'étant pas l'humain, mais plutôt ce qu'il va manger. Donc, il faut jouer avec ces règles-là. Mais
il y a tout un système de communication entre les Inuits, nous-mêmes, les radios, etc., pour voir les traces d'ours polaires, voir les déplacements. C'est tracké en anglais, là, tu sais. Les gens là-bas qui vivent là veulent le savoir, ça. Fait que si on est toujours au courant, si vous voulez, de ça, ça reste que dans certains cas, il va falloir prendre des mesures, tu sais, un petit peu plus sérieuses, comme peut-on faire un bear watch la nuit. Mais a priori, vraiment, on est en mode éviter les rencontres là, par toutes sortes de trucs, la façon qu'on cuisine, la façon qu'on dispose de la nourriture, les déchets humains, etc. Bref, l'autre chose aussi à prévenir, ben, ou à anticiper, c'est les déplacements du parc de glace. Donc, ça, c'est quand même considérable. Dites-vous, dans un voyage de kayak, là, si c'est ça la mer, ben, ça va être un petit peu compliqué de se déplacer. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on suit. Même, on s'est déjà servi, comme dans ce cas-ci, de drone pour avoir une espèce d'idée où passer, tu sais. Donc, ça fait partie des éléments. Ça fait partie du fait que ce voyage-là, et même, je dirais comme la Norvège, c'est des voyages où on ne peut pas prévoir chaque étape. Et c'est ça la beauté de la chose, tu sais. On est dépendant des conditions des éléments, puis on s'adapte. Nous, l'humain, on s'adapte, on n'est pas au top des considérations. Fait que ça, il faut tout avoir ça dans sa tête quand on part au Groenland. Je finis avec le point repas. Donc, la cuisine d'expé est vraiment fondamentale pour nous. Donc, oui, on est limité en termes de variété, de conservation, de poids d'une certaine manière, même si souvent c'est transporté par bateau, mais on n'a pas de quantité infinie là, de possibilités, mais on est super créatif là-dessus. Donc, vous voyez là, puis aussi dans le momentum, tu sais, déjeuner, on fait une table de présentation. Tu sais. On rend ça bon. On mange avec les yeux à 50% du temps, mais on l'applique, dans notre cas, au Groenland. Puis ça, c'est vraiment un job que les guides, on essaie de pousser au max. Bon, là, vous allez me dire, manger avec les yeux, c'est pas toujours le cas. Surtout qu'on fait quelque chose qui est plus à caractère curé, etc. Mais on voit ici René Claude qui va vous faire quelques blagues, faire passer ça. OK, mais ça reste super bon. Voilà, petit déjeuner varié, etc. Donc, c'est un peu ça, la vie dans le campement au niveau alimentaire. Avec Jean-Philippe, on essaie toujours aussi, ben, tous les autres guides aussi, mais de pimper la nourriture. Donc, tu sais, tu peux faire quelque chose de sain, mais rajouter une petite touche de plus, c'est pour la rendre encore meilleure. Donc, c'est ça l'esprit. Puis, on peut aller quasiment jusqu'à cette photo-là en faisant tu sais, en créant des ambiances, en créant des souvenirs et des ambiances. Des fois qu'une petite touche d'alcool, ça peut aider. Un petit nord-côtier de Bécomo, voilà. Ou en profitant de ce qu'on peut trouver sur le territoire, comme là, la pêche dans ce cas-ci, le Arctic Char, qui est un superbe poisson qu'on peut trouver là-bas, la morue aussi. Donc, on se débrouille à fileter du poisson pour vous en servir, donc faire participer, maximiser l'expérience dans cet esprit-là. Donc, voilà. Donc, en gros, plaisir et convivialité, c'est pas mal ce que vous allez vous souvenir de ce voyage-là. Donc, je finis en disant, on me pose la question, meilleur temps pour y aller. Nous, c'est vraiment tous des départs qui vont de la toute fin juin à la fin août. Donc, on se concentre à peu près sur juillet-août, finalement, là, tu sais. On va avoir 3 départs pour le fjord de l'Est, 2 pour le trek et 1 pour la solitude glacée, puis ils vont être tous à peu près dans cette période-là. Pourquoi? C'est à cause des packs de glace principalement, puis des conditions qui sont optimales vraiment dans les 2 mois que j'ai nommés. Donc même juin, c'est un peu trop hâtif. Septembre, ça serait un petit peu trop tardif. Donc on se concentre vraiment sur ces 2 départs-là. Nous, on a, vous voyez les coûts ici sont déclinés, là, donc solitude glacée moins cher en fait, alors qu'il fait que du kayak, fjord de l'Est, intermédiaire, puis trek. Trek, pourquoi il y a ce prix-là, un petit peu plus cher que les autres? C'est parce que il dépend beaucoup du transport des bagages. Donc, puisqu'on transporte les bagages en kayak, on n'a pas besoin de prendre de bateau, mais les bateaux sont très chers à destination. Donc, ce qui fait que le trek, pour que ça soit un petit peu plus démocratique, ben, on a plus de bateaux, donc ça fait ce prix-là. Donc, grosso modo, c'est ça. Vous voyez, ben, c'est ça. J'avais ma petite slide qui parlait de la période visée. On a, nous, pré-réservé des dates pour les vols aussi pour tous ces départs-là.
parce que c'est très compliqué, sachez-le, là, de pouvoir réserver un vol entre Reykjavik et puis Kulusuk. Donc, il faut se prendre des mois et des mois et des mois d'avance. Donc, on vient de sécuriser tout ça. Pour ceux qui attendaient des réponses, c'est pour ça que il fallait que j'attende un petit peu. Là, c'est tout officialisé. Les dates sont sur le site. Les vols sont allotés. Donc, on est prêt pour la saison 2026. Voilà, donc merci de votre attention. Ça fait 1h30 quand même que je discute. Je discute pas, je parle. Donc, voilà, je prendrai vos questions. Sinon, je vous invite évidemment à m'écrire pour plus de questions, parler de ça, etc. Diffuser ça à vos proches. Donc, oui, on doit se rendre par nous-mêmes à Reykjavik. Non, on peut. En fait, dans la grande majorité des cas, on réserve les vols pour Reykjavik. C'est juste que la portion de logistique est-ce que, par exemple, il y a une nuit à Reykjavik, oui, non, les transferts avec les navettes, oui, non, les repas, ça, on laisse ça à la discrétion des gens. Donc, on est en train de monter en ce moment un petit euh, dossier, si vous voulez, d'informations avec toutes tu sais, nos meilleures références, nos meilleurs conseils. Pour ça, on a décidé cette année de l'exclure parce que on était plus compétitif pour réserver, par exemple, des transferts et surtout des hôtels à Reykjavik. On n'a pas assez de volume, nous, comme agence, en Islande pour être pertinent dans cette portion du prix, comparativement, mettons, à Booking.com et autres en direct même. Donc, on vous donne toute l'info, puis vous prenez vos meilleures options. C'est pas mal moins cher en bout de ligne qu'à travers nos services. Donc, on se concentre que sur la portion vol, si vous voulez, à partir de Reykjavik, destination, tout inclus, et on revient. Donc, quand je dis tout inclus, c'est la portion terrestre au Groenland, puis il faut ajouter le prix des vols, là. Voilà. Donc, je prends d'autres questions. Sinon, je vous remercie d'avoir assisté à ce beau topo de la nordicité chez Caravanier. Bonne soirée à tous. Je reste encore là 5 minutes s'il y a des gens qui ont des questions. Ouais, mais la meilleure façon de nous rejoindre, c'est par courriel, en tout cas, du moins, c'est le plus rapide ou par téléphone, là. Donc, si vous allez sur la page du Groenland, vous allez en bas, vous allez voir ma face, puis il y a mon numéro de téléphone, puis mon adresse courriel. C'est la façon la plus facile. Ou sinon, c'est fx@caravanier.com, tout simplement. Je dis par courriel parce que, tu sais, l'idée, c'est de se fixer un rendez-vous. Pas essayer de m'attraper, mais on est beaucoup, beaucoup au téléphone, donc c'est difficile. Mais on ne sait jamais. On est là. On est là pour prendre les téléphones. Yes. Bon, je reste encore 1 minute. D'autres questions, n'importe quoi qui vous passe par la tête, là. Je m'étais donné la soirée pour ça. Sinon, merci.